Peut-être que ce qui nous effraie le plus aujourd'hui, ce n'est pas le chaos politique. C'est le silence qui le précède. Un silence dense, inconfortable, chargé de quelque chose que personne n'ose nommer, mais qui flotte dans l'air, entre un gros titre et un autre, entre un vote et une absence, entre un devrait être et ce qui est réellement. C'est dans ce silence qu'en 2016, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et ce n'était pas un cri unanime. C'était un soupir divisé, 51,9% pour le Leave, le genre de décision qui, bien que mathématiquement majoritaire, semble émotionnellement fracturé. Presque un sanglot, presque un geste de désespoir déguisé en souveraineté. Mais qu'est-ce que la souveraineté? Et pourquoi nous attire-t-elle autant? Au moment même où ce référendum s'est achevé, quelque chose de plus profond a commencé à se déliter. Pas une alliance économique, mais l'illusion que la démocratie telle que nous la connaissons fonctionne réellement. L'illusion que la souveraineté, c'est le pouvoir. Que voter, c'est contrôler. Que le peuple a décidé clôt toute discussion. Mais qui est le peuple? Et qui a dit que décider équivalait à comprendre ce que l'on décide? La semaine du référendum, une vidéo est apparue sur YouTube. Rien de très élaboré. Juste un jeune homme, maigre, teint d'adolescent, coupe de cheveux étrange, accent britannique et regard curieux. Il parlait de démocratie avec un humour dérangeant, du genre qui ressemble plus à un coup de poing qu'à une blague. Une de ces vidéos qui, justement parce qu'elles semblent anodines, passe presque inaperçue, jusqu'à ce qu'elle ne passe plus. Dans la vidéo, il se moquait de l'obsession des Brexiteers pour la souveraineté, disant qu'ils s'inquiétaient moins de l'autogouvernance que d'empêcher les étrangers d'entrer. Et même si c'était une critique légitime, quelque chose dérangeait. Parce que peut-être voulait-il quelque chose de plus profond. Peut-être que le mot « souveraineté » portait un désir que personne n'osait traduire. Le désir de compter. De sentir que ce qui se décide impacte réellement sa propre vie. Le désir, peut-être utopique, que vivre en société ne soit pas seulement être gouverné, mais être écouté. Et c'est là que surgit la première fissure. La démocratie écoute-t-elle vraiment? Platon, par exemple, en doutait. Pour lui, le gouvernement idéal n'était pas celui de la majorité, mais celui des plus sages. Une élite de philosophes préparés dès la naissance à gouverner, non par promesse, mais par vertu. Oui, par vertu. Pour Platon, élire quelqu'un parce qu'il s'exprime bien en campagne, c'est comme choisir un chirurgien parce qu'il est séduisant sur TikTok. Cynique? Peut-être. Mais réfléchissez un instant. Accepteriez-vous de vous faire opérer par quelqu'un élu au suffrage populaire? Ou préféreriez-vous quelqu'un de compétent, expérimenté, formé? Si nous exigeons de l'expertise pour piloter des avions, pourquoi acceptons-nous des amateurs pour piloter des nations? Mais attention, avant de brûler votre carte d'électeur et de prêter allégeance à un empereur philosophe, rappelons-nous, cette vision contient aussi un poison. Car qui décide de ce qu'est la vertu? Qui choisit ceux qui savent suffisamment? L'histoire est pleine de tyrans qui se disaient éclairés. Et chaque fois que quelqu'un dit « Je sais ce qui est bon pour toi », l'autoritarisme rôde comme une ombre. C'est pourquoi John Stuart Mill a tenté une voie intermédiaire. Pour lui, le gouvernement représentatif n'avait pas besoin d'être le plus sage, mais le plus légitime. La fonction d'un parlement, disait-il, n'était pas de gouverner à la place du peuple, mais de légitimer ceux qui savent gouverner, de donner la clé morale aux spécialistes. Le problème, c'est que Mill croyait aussi que seuls les civilisés étaient prêts pour cela. Lui, un libéral défenseur du suffrage féminin, pensait que les Indiens, par exemple, ne devaient pas se gouverner eux-mêmes tant qu'ils n'avaient pas appris à bien le faire. Et qui allait les enseigner? Bien sûr, les Britanniques. C'est là que commence l'effondrement de l'idée de démocratie comme valeur universelle. Car même ceux qui la défendent le font avec des exceptions. Il y a toujours un « mais ». Et si la démocratie avait toujours été livrée avec des astérisques? Voyez le Brexit.
Ses défenseurs affirmaient défendre la volonté du peuple. Mais quel peuple? Celui des votants? De ceux qui n'ont pas pu voter? De ceux qui n'ont pas compris les enjeux? De ceux trompés par de fausses annonces sur Facebook? De ceux qui se sont abstenus? De ceux qui vivent en Irlande du Nord ou en Écosse, qui ont massivement voté pour rester? Regardons les chiffres. Le référendum a vu une participation de 72%. Parmi eux, 51,9% ont voté pour quitter. Cela semble équitable. Mais réfléchissez. S'il y a 66 millions d'habitants au Royaume-Uni et 47 millions d'électeurs, un peu plus de 24 millions de voix ont suffi pour décider la sortie, soit environ 36% de la population totale. Est-ce démocratique? Et si je vous disais que des décisions qui changent le destin d'une nation sont prises par un tiers de sa population? Et que malgré cela, on appelle ça la volonté du peuple. Voilà le paradoxe. La démocratie moderne a ce pouvoir étrange de transformer l'absence en consensus. Celui qui ne vote pas est considéré comme ayant accepté le résultat. Celui qui n'a pas pu voter ne compte tout simplement pas. Celui qui vote sans savoir est additionné comme s'il avait pleine conscience de son acte. La volonté collective, donc, n'est jamais aussi collective qu'elle en a l'air. Et même quand nous votons, pourquoi le faisons-nous? Moi, par exemple, j'ai voté Remain, parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'Union européenne, mais j'ai jugé plus prudent de ne pas toucher à quelque chose que je ne comprenais pas. Une motivation faible? Peut-être, mais néanmoins comptabilisée comme valide. Et c'est là qu'émerge une autre provocation. Dans une démocratie, les raisons comptent-elles? Ou suffit-il d'avoir le droit de choisir? Car si les raisons ne comptent pas, alors nous disons que ce qui rend une décision juste, ce n'est pas l'information, c'est le nombre. Et si ce n'est que ça, alors nous jouons au dé avec le destin du monde. Pendant ce temps, de l'autre côté, des gens votaient Leave en croyant qu'ils auraient 350 millions de livres supplémentaires par semaine pour le système de santé. Un mensonge écrit sur des bus, répété dans des pubs, diffusé par des algorithmes qui savaient exactement comment séduire et mentir. La question est, un vote guidé par un mensonge a-t-il le même poids qu'un vote guidé par la réflexion? Si votre réponse est oui, que tout vote vaut de la même manière, peu importe le motif, alors vous acceptez déjà que la démocratie est une affaire de somme, pas de conscience. Si votre réponse est non, que les raisons importent, alors vous entrez dans le champ de Platon, où certains votes seraient plus valides que d'autres. Vous voyez le dilemme? Et pendant qu'on s'embourbe dans ces questions, le temps passe. Et la démocratie, comme structure, continue de tourner. Des élections sont organisées, des votes comptés, et le monde avance, même si personne ne sait exactement ce qui a été décidé. Mais si le problème ne résidait pas dans le résultat, et si le vrai effondrement se trouvait dans la question elle-même? Parce que peut-être que le gouffre est encore plus profond. Et si la démocratie, en tant que concept, n'était pas seulement imparfaite, mais profondément mal comprise? Après tout, depuis Athènes, où les citoyens votaient tout en maintenant la moitié de la population en esclavage, jusqu'au Parlement moderne qui exclut les immigrés et les anciens détenus, la démocratie a toujours ressemblé davantage à un club qu'à une agora publique, et un club aux règles mouvantes, toujours pour garder certains à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. En fin de compte, peut-être que la souveraineté n'a jamais été une question de pouvoir, mais une question de sentiment d'existence. Et peut-être que le poison le plus subtil de la démocratie, ce n'est pas l'exclusion consciente, mais l'oubli involontaire. Quand le système devient tellement automatique, quand la liturgie du vote devient routine, que l'on oublie de se demander ce qui est réellement en jeu, ou qui prend les décisions. Parce que si tout ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment de la démocratie, alors il est peut-être temps de poser la question. Démocratie pour qui? Et à quel prix? Cette question, d'ailleurs, va résonner, et fort,
dans les parties suivantes. Car nous n'avons même pas encore parlé de langage, de représentation, de frontières invisibles, de vote obligatoire, d'épistémologie, du film Arrival, ni de ce que la démocratie fait à notre manière de penser. Mais avant tout ça, dis-moi honnêtement, si la démocratie, c'est ce que nous avons maintenant, pourquoi de plus en plus de gens ont-ils le sentiment d'être gouvernés, mais pas représentés? Et si la réponse à cette question était si inconfortable qu'on préférait ne jamais y répondre? As-tu déjà pensé que peut-être le monde n'est pas tel qu'il est, mais tel qu'on t'a appris à le nommer? Ce n'est pas une question banale, c'est une bombe. Parce que si c'est vrai, si le langage façonne ce que nous percevons, alors tout ce que nous croyons comprendre de la politique, de la société, de la justice et même de nous-mêmes pourrait n'être qu'un reflet déformé de mots mal choisis. Et c'est là que commence l'effondrement. Dans le film Arrival de Denis Villeneuve, 12 vaisseaux extraterrestres apparaissent en différents points de la Terre. Ils ne tirent pas, ils ne parlent pas, ils attendent. Une invitation silencieuse au dialogue. Mais comment communiquer avec quelqu'un qui ne partage même pas votre conception du temps? C'est cette question qui pousse Louise Banks, une linguiste recrutée par le gouvernement américain, pour établir un contact. Ce qui semblait n'être qu'un casse-tête technique devient rapidement quelque chose de beaucoup plus profond. En apprenant la langue des heptapodes, Louise commence à voir le temps différemment. Non plus comme une ligne, passé, présent, futur, mais comme un cercle, un tout. Elle commence à se souvenir du futur. Ça ressemble à de la science-fiction? Peut-être, mais la provocation est bien réelle. Et si la langue que nous parlons ne se contentait pas de décrire le monde, mais limitait aussi ce que nous pouvions percevoir de lui? C'est ce que suggère l'hypothèse Sapir-Whorf, peu discutée en dehors des milieux universitaires, mais dont les implications sont vertigineuses. En résumé, la langue que tu parles façonne ta façon de penser. Ou pour le dire plus crûment, celui qui contrôle ton vocabulaire contrôle ta conscience. Maintenant, reviens dans le monde réel. Reviens à ce débat politique à la télévision où deux candidats disent des choses totalement opposées. Et pourtant, tous deux semblent avoir raison. Reviens à cette discussion avec un ami où, malgré votre accord sur les faits, vous ne vous compreniez pas. Reviens aux journaux, aux mèmes, aux tweets, aux discours, aux pubs. Reviens à cet instant où tu as entendu quelqu'un dire « immigré illégal » et quelqu'un d'autre dire « réfugié en situation de vulnérabilité ». Et tu as senti que, plus que des étiquettes, ce sont des armes discursives. Le langage est un cadrage, un framing. Et le cadrage change tout. Dans Arrival, l'équipe de scientifiques chinoises choisit de communiquer avec les heptapodes à travers le jeu de Mahjong, un jeu compétitif avec des gagnants et des perdants. Résultat, tous les messages sont perçus comme des menaces. Même lorsqu'ils disent « offrir un outil », les Chinois entendent « préparer une arme », car le cadre de référence est déjà biaisé. Et maintenant, dis-moi, combien de fois faisons-nous exactement la même chose dans la vie réelle? Combien de fois un mouvement social est-il perçu comme du vandalisme? Combien de fois une grève est-elle traitée comme de l'irresponsabilité? Combien de fois une dénonciation est-elle qualifiée de caprice? Combien de fois un non prononcé par une femme est-il interprété comme un « fais-moi insister ». Le problème ne réside pas dans ce qui est dit. Il est dans la langue qu'on nous a appris à penser. Et quand la langue de la politique est la guerre, tout désaccord devient trahison. Quand la langue de l'économie est l'efficience, chaque être humain devient un coût. Quand la langue de la démocratie est le marketing, chaque électeur devient une cible. C'est pourquoi, souvent, même quand on parle de démocratie, on parle en réalité de choses très différentes. Parce que le mot est le même, mais l'image qu'il évoque est différente. Pour certains, la démocratie signifie la participation. Pour d'autres, l'ordre. Pour d'autres encore, c'est la garantie que rien ne change trop. Et pour certains,
ce n'est qu'un mot synonyme de bordel. Mais si le sens dépend du cadre, alors celui qui contrôle le cadre contrôle le jeu. C'est pourquoi certains discours semblent inattaquables, parce qu'ils sont construits dans des cadres qui rendent toute critique illégitime. Essaie de remettre en question un entrepreneur à succès. Tu seras jaloux. Essaie de dénoncer un leader fort. Tu seras subversif. Essaie de demander justice. Tu seras extrémiste. Le cadrage a déjà décidé pour toi. Tu veux un exemple plus proche? Pense au mot méritocratie. Ça sonne juste, n'est-ce pas? Celui qui travaille le plus mérite de gagner le plus. Mais ce que le mot cache, c'est le cadre. Il ne semble juste que si tout le monde part du même point de départ, si la course est inégale, si l'un naît avec des contacts et l'autre avec des dettes, alors récompenser celui qui arrive premier revient simplement à récompenser celui qui était déjà devant. Mais tant que le mot véhicule un vernis de justice, le cadre reste invisible, intouchable, normalisé. Et c'est ainsi que les démocraties deviennent des fictions, non parce que les institutions tombent, mais parce que les mots sont capturés. Quand liberté veut dire ne pas être critiqué, quand patriotisme signifie haïr la différence, quand opinion est confondue avec vérité, ce qu'il reste n'est plus un débat, c'est du bruit. Un bruit paralysant qui ressemble à une discussion mais n'est qu'une confusion. Et pendant qu'on se bat pour les mots, les propriétaires du cadre continuent de tout décider. Louise, dans le film, comprend cela très tôt. Elle réalise qu'il ne suffit pas de traduire les mots. Il faut restructurer la pensée. C'est pourquoi elle n'essaie pas d'imposer une langue. Elle apprend celle des autres. Et ce faisant, elle transforme non seulement sa manière de communiquer, mais sa perception du temps, de la mémoire, de l'identité. Mais dans le monde réel, avons-nous le temps pour ça? Combien de fois t'es-tu senti étranger dans une conversation, comme si les autres parlaient une langue que tu n'as jamais apprise? Combien de fois as-tu tenté d'exprimer ta douleur, et on t'a répondu avec des statistiques? Combien de fois as-tu voté, participé, milité, et pourtant eu la sensation de parler à un mur? Peut-être parce que nous essayons tous de dialoguer avec de mauvais outils, langues différentes, cadres incompatibles, et parfois même réalités parallèles. Le nom de cela, ce n'est pas du désintérêt, c'est du bruit cognitif. Et pendant que ce bruit règne, la tentation grandit de choisir le chemin le plus court, celui de la force, de l'autorité, du y en a marre des discussions. Le chemin qui séduit non parce qu'il convainc, mais parce qu'il épuise. Parce que lorsque plus personne ne se comprend, celui qui crie le plus fort semble sage. Mais c'est précisément là que réside le danger. Quand le langage de la démocratie devient incompréhensible, l'autoritarisme se fait passer pour un traducteur. « Je parle en votre nom », dit-il. « Je comprends ce que vous ressentez. » Et petit à petit, il commence à nommer le monde à notre place. Et quand nous nous en rendons compte, nous n'avons plus de mots à nous. C'est pourquoi cette réflexion sur le langage n'est pas philosophique. Elle est urgente. Elle est quotidienne. Elle est dans ton fil d'actualité, dans ton groupe familial, dans la façon dont tu réponds à un chauffeur de taxi. Elle est dans ton vocabulaire affectif. Elle est dans les mots que tu utilises pour parler de toi. Elle est dans la manière dont tu regardes l'autre et dans ce que tu crois qu'il est, avant même qu'il ait ouvert la bouche. Parce que la question que le film Arrival pose, sans jamais la formuler, c'est celle-ci. Comment vas-tu dialoguer avec quelqu'un qui non seulement parle une autre langue, mais pense le monde selon d'autres repères? Et peut-être que la réponse est encore plus troublante. Et si toi aussi, tu étais prisonnier d'une langue que tu n'as jamais choisie? Si cela t'a retourné l'esprit, tant mieux. Cela signifie que ton cerveau n'est pas encore totalement domestiqué. Cela signifie que tu peux encore douter de l'évidence. Tout système a ses exclus, même les plus bien intentionnés. Et la démocratie, aussi belle soit-elle en théorie, n'échappe pas à cette règle. La question que presque personne n'a le courage d'affronter est simple et tranchante. Qui est réellement inclus quand on dit que l'on vit en démocratie?
Car si tu regardes attentivement, tu verras que les promesses démocratiques ont toujours été accompagnées d'une note en bas de page, d'un contrat en petits caractères, d'une clause invisible qui définit qui peut décider et qui doit simplement obéir. Athènes, si souvent glorifiée comme le berceau de la démocratie, excluait la moitié de sa population. Les femmes, les esclaves, les étrangers. Tous dehors. Pas par erreur, mais par conception. Ils ne faisaient même pas semblant de dire que le système était pour tous. Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait juste semblant mieux, ou est-ce qu'on est simplement plus sophistiqué dans notre manière d'exclure? Au Royaume-Uni, par exemple, environ 93 000 adultes ne peuvent pas voter. Des détenus, des personnes qui vivent, respirent le même air, paient des impôts, mais n'ont aucun droit de représentation. Et maintenant, imagine, si ton seul espoir de changement politique passait par le vote et qu'on te le refusait, ce n'est pas un détail, c'est structurel. Et ce n'est pas tout. Des étrangers vivant légalement dans le pays, construisant des familles, contribuant à l'économie, eux non plus ne votent pas. Peux-tu concevoir ce que cela signifie de vivre sous les décisions d'un État qui te juge trop étranger pour être écouté? Combien de personnes autour de toi ont théoriquement le droit de participer aux décisions qui les concernent, mais aucun pouvoir réel d'influence? Et maintenant, compliquons un peu plus. Même parmi ceux qui peuvent voter, combien le font réellement? Lors du référendum du Brexit, la participation a été de 72%. Cela semble élevé. Mais 72% de qui? Des inscrits? Des personnes légalement éligibles? Voyons les chiffres. Le Royaume-Uni comptait environ 66 millions d'habitants. Parmi eux, un peu plus de 47 millions étaient inscrits pour voter en 2016. Cela signifie qu'environ 71% de la population totale pouvait voter. Et sur ces 47 millions, 72% ont effectivement voté, soit environ 34 millions de votes. Parmi eux, 51,9% ont voté pour quitter l'UE. Faisons le calcul. Environ 17,6 millions de personnes ont décidé que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne. Cela représente à peine plus de 26% de la population totale. Appellerais-tu cela la volonté du peuple, si cela ne reflète que le quart de ce peuple? Mais attends. Et si le problème ne résidait pas seulement dans les chiffres, mais dans la manière dont le résultat est interprété? Car si 26% décident pour 100% et que les 74% restants sont ignorés, annulés ou effacés du discours, est-ce encore une démocratie? Ou plutôt une pièce de théâtre, avec salle comble, mais un scénario déjà écrit? L'Écosse a voté massivement pour rester, dans tous ses districts. Et pourtant, elle a été traînée hors de l'UE avec le reste. L'Irlande du Nord aussi voulait rester. Elle a été ignorée. Et cela nous oblige à poser une question inconfortable que personne n'aime formuler. Est-il possible qu'une décision majoritaire soit en même temps profondément injuste? Tu pourrais penser, mais c'est ça la démocratie, non? La majorité l'emporte. Vraiment? La majorité de qui? Quand on exclut les étrangers, les prisonniers, les non-inscrits, ceux sans accès à l'information, et qu'on considère l'abstention comme de la neutralité, quelle majorité décide, exactement? Et même alors, la majorité a-t-elle toujours raison? Si un groupe de 100 personnes décide que 30 doivent être réduites au silence et vote pour ça, appelle-t-on cela de l'oppression ou de la démocratie qui fonctionne? C'est ici que se cache le piège le plus discret, le fétichisme des chiffres. On croit que si plus de gens ont appuyé sur un bouton, la décision est légitime. Mais on ignore les couches invisibles derrière ce chiffre. Les inégalités d'accès, d'éducation, de représentation, de sécurité, d'écoute. C'est comme dire, tout le monde peut courir ce marathon, même si certains ont des chaînes aux pieds. Appeler ça égalité, c'est pervers. Mais va plus loin. Ne regarde pas seulement qui vote. Regarde pourquoi. Beaucoup ont voté pour le Brexit en croyant à des promesses fausses. La fameuse phrase sur le bus rouge « 350 millions de livres par semaine pour le NHS ».
Un mensonge démenti quelques jours après la victoire. Certains ont voté par peur, d'autres par fierté, d'autres encore par frustration vis-à-vis de la politique traditionnelle. Et si ton choix est légitime, mais que sa motivation est bâtie sur de la désinformation, est-ce encore ta volonté ou celle de quelqu'un d'autre qui t'a influencé? Encore une fois, il ne s'agit pas du résultat, il s'agit du processus. Et si ce processus est biaisé, opaque, corrompu, peut-on encore l'appeler démocratie? Pense maintenant à ce que cela signifie pour d'autres pays, pour le tien. Combien de décisions publiques ont été prises à partir de votes influencés par des bots, des publicités mensongères, des théories du complot? Combien de campagnes ont gagné non pas avec des idées, mais avec de la peur? Combien de personnes autour de toi n'ont jamais été entendues, même lorsque le système disait qu'elles pouvaient me parler? La vérité, c'est que le droit de vote ne garantit pas le pouvoir de décider, car voter n'est qu'une partie du processus. L'autre, bien plus subtil, c'est être entendu, être considéré, voir sa réalité prise en compte. Et c'est là que se trouve le point le plus brutal de tous. La démocratie, souvent, ne fonctionne que pour ceux qui sont déjà nés du bon côté du cadrage, ceux qui parlent la bonne langue, qui ont le bon visage, la bonne adresse, le casier vierge, la bonne pièce d'identité, le bon code postal, le bon ton de voix, ceux qui peuvent exister et être perçus comme légitimes, selon les règles déjà établies. Les autres survivent en marge. Et s'ils osent dire qu'ils ne se sentent pas représentés, on leur répondra que la démocratie est comme ça. On les accusera de s'auto-exclure, de ne pas assez participer, de ne pas jouer le jeu. Mais ce jeu a-t-il jamais été conçu pour eux? Et si cette absence de participation n'était pas un signe d'ignorance, mais le seul acte lucide possible face à un système qui, dès le départ, a nié leur nom? Si tu t'es déjà senti exclu, ignoré, jetable, alors tu sais de quoi je parle. Si tu ne t'es jamais senti ainsi, peut-être as-tu toujours été inclus, et tu ne t'en es même pas rendu compte. La démocratie, telle qu'on la vit aujourd'hui, ne faillit pas par accident. Elle faillit par construction. Et le plus terrifiant, ce n'est pas l'effondrement des institutions. C'est l'effondrement de l'illusion d'appartenance. Quand tu réalises enfin que tu n'étais pas vraiment le bienvenu à la fête, même si tu avais reçu l'invitation. As-tu déjà remarqué que, lors des grands événements qui changent le cours du monde, le peuple n'apparaît presque jamais? Réfléchis bien. Quand as-tu vu pour la dernière fois un film, une série, un documentaire ou même un discours politique dans lequel le citoyen ordinaire avait une voix réelle, une influence concrète, une profondeur véritable? Je ne parle pas de représenter le peuple. Je parle de lui permettre de parler. La plupart du temps, quand il apparaît, c'est la bouche pleine de clichés, en train de crier, de courir, de piller des supermarchés dans des scènes de panique. Filmé depuis les airs, comme un phénomène naturel, une masse. Le peuple, presque toujours, est traité comme un problème à contenir. Ou pire, comme une donnée statistique. Et cela, aussi subtil que cela puisse paraître, est une blessure profonde dans l'idée même de démocratie. Car une chose est de dire que le peuple gouverne. Une toute autre est de lui permettre d'exister avec sa voix, ses contradictions, ses dilemmes et le droit de se tromper. Dans le film Arrival, cela devient plus clair qu'on ne voudrait bien l'admettre. Le monde entier fait face à un événement sans précédent. Des vaisseaux extraterrestres atterrissent sur Terre, en 12 points du globe. Mais ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, c'est un cadrage hautement contrôlé. Militaires, scientifiques, responsables politiques, des laboratoires, des salles de commandement, des stratégies. Et le peuple n'apparaît qu'en filigrane, dans des bandeaux d'infos, un bruit de fond, dans des scènes de tumulte génériques, achetant frénétiquement, agissant, bien sûr, avec irrationalité, violence, peur. Le message est clair.
On ne peut pas faire confiance aux masses. Vraiment? Ou est-ce que le problème, ce n'est pas l'irrationalité du peuple, mais la peur qu'il pense par lui-même? Pourquoi les scénarios supposent-ils toujours que, face à l'inconnu, les gens ordinaires vont se retourner les uns contre les autres? Pourquoi le peuple ne pourrait-il pas être l'agent du calme, de la compréhension, de la reconstruction? La réponse est dérangeante, parce que ce n'est pas dans l'intérêt qu'il le soit. Parce que si le peuple est intelligent, alors il faut l'écouter. Et s'il est écouté, quelqu'un devra renoncer au privilège de décider à sa place. Alors, il vaut mieux le faire taire d'avance, le réduire à une foule, à une menace diffuse qu'il faut surveiller, gérer, observer de loin, comme si la population était un volcan et la démocratie, un système de confinement. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu entendu des autorités dire « la population est inquiète, le peuple se radicalise, les masses sont désorientées ». Mais à quand remonte la dernière fois où ce même peuple a été réellement écouté, sans médiation, sans filtre, sans sous-titres? Combien de fois la démocratie s'est-elle réduite à un exercice de gestion de crise? Dans Arrival, Louise et Donnelly sont les bons, ceux qui cherchent à comprendre. L'armée est l'entre-deux, contrôlée, mais réceptive. Et les quelques civils qu'on voit sont perçus comme une menace. Un animateur façon Alex Jones incite à la peur et à l'action militaire. Des soldats l'écoutent, se révoltent, posent une bombe. Regarde bien le cadrage. Les idées dangereuses viennent toujours d'en bas, de la population, des voix sans filtre, de la colère brute du peuple. Pendant ce temps, ceux qui savent, ceux qui ont étudié, ceux qui portent l'uniforme, ceux-là sont les rationalisateurs, les gestionnaires du chaos. Et même quand ils se trompent avec de bonnes intentions. Pratique, non? Il est toujours plus confortable de maintenir l'idée que le peuple ne comprend pas la complexité, qu'il est incapable de saisir l'ensemble, qu'il a besoin de médiation, de traduction, de tutelle. Mais, et si le problème n'était pas l'ignorance du peuple? Et si le problème, c'était que le peuple sait, mais n'a nulle part où parler? As-tu déjà tenté d'expliquer un problème personnel à une autorité, médicale, juridique, politique, et eu l'impression de parler une autre langue? Déjà eu la sensation que ta réalité était trop complexe pour entrer dans les cases, les délais, les protocoles? C'est le sentiment quotidien de millions de personnes vivant sous des régimes dits démocratiques. Parler sans être compris. Ou pire, parler et être réduit à une caricature. C'est pour ça que le langage est si important. C'est pour ça que le cadrage est si dangereux. Parce que quand quelqu'un dit « les Français sont comme ça », les jeunes d'aujourd'hui, les électeurs veulent ceci, le peuple demande cela, la plupart du temps, cette personne projette son propre désir dans la bouche des autres. Et les médias, dans ce jeu, jouent un rôle décisif. Ils n'informent pas seulement. Ils décident qui est visible et qui est du bruit. Pourquoi un ouvrier en colère est-il un casseur, mais un banquier qui corrompt les institutions est un acteur économique? Pourquoi un enseignant en grève est-il radical, mais un politicien qui coupe dans l'éducation est fiscalement responsable? Qui dessine ces catégories? Et si je te disais que l'une des plus grandes menaces pour la démocratie moderne n'est pas la censure directe, mais la sélection subtile? Ce qui n'apparaît pas au journal n'a pas besoin d'être nié. Il suffit de l'oublier. Ce qui ne devient pas film, pas une chronique, cesse d'exister. Et cela mène à la forme d'exclusion la plus cruelle, l'invisibilité. Être réduit au silence est violent. Mais être ignoré avant même d'avoir parlé, c'est encore plus dévastateur. Et cela se produit chaque jour, avec les peuples autochtones, avec les personnes incarcérées, avec les jeunes des quartiers périphériques, avec les mères seules, avec les immigrés, avec les personnes âgées, avec l'ouvrier épuisé qui ne fera jamais la une, avec l'étudiant qui ne parle pas comme les analystes veulent l'entendre, avec toi peut-être. Et là, la question dérangeante revient. Qui, en vérité,
et dans le champ de vision de la démocratie? Et si la réponse est toujours les mêmes, que fait-on de ça? Si tu es arrivé jusqu'ici en pensant que tout ça n'était qu'une critique pessimiste, tu fais erreur. Ceci est une invitation à briser le scénario, à faire du bruit, à déranger, à cesser d'être le public et devenir protagoniste. Parce que ce qui fait vraiment trembler les propriétaires du cadre, ce n'est pas l'erreur du peuple. C'est le moment où il décide de penser par lui-même. Imagine que tu te réveilles un dimanche comme un autre. Tu es fatigué, épuisé, avec des factures à payer, des enfants à gérer, une douleur dans le corps que tu n'as ni le temps, ni l'argent de soigner. Et malgré tout, tu dois sortir de chez toi, faire la queue, affronter la chaleur, recevoir un bulletin imprimé, entrer dans une cabine étroite, utiliser une urne électronique. Voter. Pas parce que tu veux, mais parce que tu y es obligé. En surface, cela semble civilisé, responsable, démocratique. Tout le monde doit participer, dit-on. Mais au fond, quelque chose grince, quelque chose ne colle pas. Parce que si tu dois forcer quelqu'un à participer à un système, peut-être que ce système n'offre pas ce qu'il promet. Et voici la question que personne n'ose poser à haute voix. Le vote obligatoire est-il un acte d'inclusion ou un vernis démocratique sur une structure qui exclut en silence? En Belgique, en Australie, au Brésil et dans une grande partie de l'Amérique du Sud, le vote est obligatoire par la loi. Le taux de participation y tourne autour de 90%. Ça ressemble à un rêve civique, surtout si on compare aux États-Unis, où la moyenne historique est de 50 à 60%, avec des chutes à moins de 40% pour les élections locales. Mais voici le choc. Dans les pays où le vote est obligatoire, les inégalités politiques persistent. Au Brésil, par exemple, l'indice de Gini de la représentation parlementaire, une mesure qui relie la diversité sociale et économique à la composition du Congrès, montre que, même avec une participation élevée, les classes populaires restent sous-représentées. L'obligation a bien poussé le peuple vers les urnes. Mais elle n'a pas fait entendre ses voix. Pause, respire. Récapitulons. Si une partie du problème démocratique était que peu de gens votaient, alors forcer tout le monde à voter devrait le résoudre, non? Mais si, même avec 90% de participation, les mêmes groupes sont oubliés. Alors le problème est beaucoup plus profond, et peut-être plus cruel. Parce que le vote obligatoire crée une illusion d'universalité. Il donne l'impression que tout le monde a participé, alors qu'en réalité, beaucoup n'ont fait que remplir une obligation, sans savoir pour qui voter, sans croire en rien, sans voir d'option réelle. C'est comme forcer quelqu'un à assister à un dîner. Mais l'attacher à la chaise, lui servir une nourriture qu'il n'a pas choisie, avec une conversation qu'il ne comprend pas. La personne était là. Mais était-elle présente? En 2018, lors de l'élection présidentielle brésilienne, près de 11 millions de personnes ont voté nul ou blanc au second tour. 30 millions d'autres ne sont même pas allés voter, dans un pays où le vote est obligatoire. Autrement dit, plus de 40 millions de personnes ont choisi de ne pas choisir, même sous peine d'amende. Ça ne te dit rien? Ça ne devrait pas nous forcer à regarder le système et se demander « Que se passe-t-il quand, même contraints, les gens refusent de choisir ?» Et là, les choses se compliquent encore. Parce que le vote obligatoire, défendu comme un moyen de donner une voix aux oubliés, peut aussi devenir un instrument de silence symbolique. Comment? Simple. Quand tout le monde vote, il devient plus difficile de voir qui est exclu. L'abstention, dans les systèmes facultatifs, peut fonctionner comme un signal d'alarme, une sirène. Si tout un quartier populaire ne vote pas, cela signale un problème, un vide, une dénonciation. Mais si tout le monde vote, sans conviction, alors l'exclusion devient invisible. L'illusion de participation masque l'apathie. Le silence devient un bruit statistique. Et qui en profite? Ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui savent que, avec ou sans ton vote, le jeu reste le même.
Ce n'est pas une coïncidence si les élites politiques conservatrices, dans les pays à vote obligatoire, s'en sortent très bien. Elles savent gérer une majorité dépolitisée. Elles savent qu'il suffit d'obtenir 20% de l'électorat convaincu et de laisser les 70% restants perdus, confus, divisés entre vote blanc, nul et absence tactique. Tiens-toi bien, selon le politologue Aaron Longpart, dans les pays à faible participation électorale, ceux qui votent sont en majorité plus âgés, plus riches et plus blancs. Autrement dit, même dans une démocratie formelle, la représentation réelle reste entre les mains d'une minorité privilégiée. Et quand le vote est obligatoire, mais que le débat politique reste inaccessible, alors les choses ne changent que sur le papier. Comme le dit la philosophe Annabelle Lever, obliger quelqu'un à voter n'apprend pas à participer, ça apprend seulement à obéir. Et pourtant, certains défendent le vote obligatoire avec des arguments valables. Ils disent donc qu'il augmente la représentativité, qu'il réduit l'influence de l'argent, car les campagnes doivent de moins mobiliser et plus convaincre, qu'il oblige les politiques à parler à tout le monde, pas seulement à leur base. Tout cela est vrai, mais seulement en partie. Car à quoi bon forcer un pays entier à voter si 70% des gens ne se reconnaissent dans aucune option? C'est comme obliger tout le monde à danser dans un bal, où la musique donne envie de pleurer. Le corps obéit, mais l'esprit crie au silence. Et cela nous mène à la provocation la plus indigeste de cette partie. Peut-on participer à quelque chose sans y consentir? Oui, et cela arrive tout le temps. Dans les systèmes démocratiques, il existe une participation forcée déguisée en citoyenneté. C'est quand l'État exige ta présence, mais ne permet pas ta transformation. C'est quand tu peux voter, mais pas être éligible. C'est quand ta réalité ne rentre dans aucun programme. C'est quand tu fais la queue pour la démocratie, mais tu en ressors avec la sensation d'avoir juste validé le statu quo. Et là, une histoire réelle. Peut-être que tu la connais. Peut-être que tu ne l'as jamais entendue. Grand Chief Michael Mitchell, du Conseil d'Akwesasne, écrivait en 1989 que son peuple ne votait pas aux élections canadiennes car « nous ne sommes pas Canadiens ». Simple, clair. Ils n'ont jamais été conquis, jamais cédés, jamais accepté les termes du colonialisme. Pour eux, participer à l'élection serait légitimer une structure qui les opprime, et les opprime encore. Alors ils refusent, pas par ignorance, mais par conscience. Voter parfois, c'est aussi céder. Et si cela te semble extrême, peut-être est-ce parce que tu as toujours été inclus. Peut-être que tu n'as jamais eu à expliquer pourquoi tu refusais d'entrer dans une case. Mais, et si tu ne reconnais pas le pays qui te convoque? Et si ton histoire, ta douleur, ta langue n'ont aucune représentation? Dois-tu être forcé à participer juste pour dire « aucune des options » ? Ou as-tu le droit de ne pas prendre part à une illusion? Et ici, on revient à la structure. Le problème n'est pas le vote. Le problème, c'est de faire semblant qu'il résout tout. Et c'est ce simulacre qui empoisonne le concept de démocratie. Car lorsqu'on t'oblige à voter, mais qu'on ne t'écoute pas, ce que tu pratiques n'est pas la citoyenneté. C'est un rituel, une liturgie civile, un théâtre où l'on convoque le public à applaudir un spectacle déjà terminé. Mais tout n'est pas désespoir, parce que la vérité aussi est de notre côté. Le geste d'écrire nul dans l'urne peut être aussi puissant qu'un discours. La décision consciente de ne pas se présenter, lorsqu'elle est articulée, rendue publique, transformée en mouvement, peut être un acte de résistance légitime. Mais pour cela, il faut un ingrédient qui manque à presque tous nos systèmes, le consentement éclairé. Le droit de savoir pourquoi on participe, le droit de refuser, le droit de proposer autre chose. Et si, au lieu d'essayer de sauver la démocratie, on devait l'enterrer? Ce n'est pas une question confortable. Elle dérange. Elle fait grincer des dents. Parce que tout autour de toi, l'école, la pub, les journaux, même ta série préférée, t'a appris que la démocratie, c'est le mieux qu'on puisse faire.
C'est la norme, la ligne d'arrivée, l'utopie possible. Mais, et si ce n'était qu'une version plus élégante de la même exclusion que toujours? Et si, derrière l'idée de participation, se cachait un accord silencieux? Tu peux voter tant que le jeu ne change pas? Dans les parties précédentes, tu l'as vu. Voter ne garantit pas d'être représenté. Participer ne signifie pas avoir du pouvoir. L'inclusion obligatoire peut n'être qu'un maquillage posé sur une structure qui n'a jamais été faite pour toi. Alors maintenant, il est temps d'affronter l'abîme. Si le système actuel échoue, même quand il fonctionne, que vient après? Spoiler, ce n'est pas confortable. Quand tu renonces à ta foi en la démocratie représentative, deux chemins se dessinent dans la brume. Le premier dit, la faute, c'est trop de voix, trop de bruit, trop de confusion. Et il propose de reculer, redonner le pouvoir à quelques-uns, des spécialistes, des leaders forts, des philosophes rois, des technocrates, des généraux, des banquiers. C'est le chemin de la peur. L'autre chemin est plus incertain, mais bien plus dangereux pour ceux qui détiennent le pouvoir. Il part d'un soupçon. Et si le problème de la démocratie, ce n'était pas trop de peuple, mais son absence? Et alors, il propose l'impensable. Repartons de zéro. Repenser la base, les noms, les structures, les significations. C'est là que ressurgissent dans des mots ensevelis sous la panique collective. Anarchie, dictature du prolétariat, autogestion, démocratie directe, assemblée populaire, conseil, rupture. Des mots qu'on t'a appris à craindre, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment entendus. Commençons par l'un des plus mal compris, anarchisme. On t'a probablement appris que l'anarchie, c'est le chaos, l'absence de règles, le vandalisme. Mais l'anarchisme réel, politique, philosophique, c'est l'inverse de ça. Il part d'une idée simple. Personne n'a le droit de te commander juste parce qu'il est né dans une caste, une armée ou une chaise de bureau. L'anarchisme n'est pas l'absence d'organisation, c'est l'autonomie collective. C'est vivre dans des structures fondées sur le consentement permanent et non sur des hiérarchies figées. C'est décider ensemble plutôt que déléguer. C'est distribuer le pouvoir plutôt que le concentrer. Et voici la provocation. Tu as peut-être déjà vécu un moment d'anarchisme sans même le savoir. Ce chantier participatif dans ta rue pour déboucher les égouts parce que la mairie était absente, cette cagnotte pour payer le traitement médical d'un voisin parce que la Sécu ne couvre pas, cette assemblée improvisée à l'école, au boulot, dans le syndicat, ces moments d'auto-organisation spontanée où les décisions se prennent face à face, sans chef, sans autorité formelle, eh bien, ça c'est l'anarchisme en action. Mais personne ne te l'a dit, parce qu'on t'a appris que la politique, c'est seulement quand il y a une urne, un parti ou un uniforme. Tiens-toi bien. En 1936, pendant la guerre civile espagnole, des régions entières de Catalogne et d'Aragon ont été autogérées par des anarchistes. Pas pendant des jours, pendant des années. Des usines ont été occupées et gérées collectivement. Des champs ont été cultivés par des coopératives, des théâtres, des écoles, des hôpitaux. Tout repensé selon le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et le plus fou, ça a marché. La production agricole a augmenté. L'alphabétisation aussi. Les accidents du travail ont diminué. Jusqu'à ce que le rêve soit écrasé par les fascistes d'un côté et les staliniens de l'autre. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un pouvoir en place que la preuve qu'il est remplaçable. Mais tout le monde n'a pas misé sur l'horizontalité. D'autres ont choisi un autre chemin, la dictature du prolétariat. L'expression fait peur, bien sûr. Le mot dictature a un goût amer. Mais là, il faut écouter vraiment. Quand Marx a utilisé ce terme, il ne proposait pas un nouveau totalitarisme. Il désignait une période de transition. Une phase où la classe ouvrière prendrait le contrôle de l'État, non pas pour le perpétuer, mais pour le démanteler progressivement. C'était une dictature.
contre ceux qui exploitent, contre ceux qui vivent du travail des autres, contre ceux qui appellent ça liberté économique. Mais attention, il ne s'agit pas de courir après les millionnaires avec des torches. Il s'agit d'inverser ce qui est déjà inversé. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne décides de rien. Le capital vote. La pauvreté regarde. Dans la vision marxiste, si tu es PDG, banquier, grand propriétaire, tu ne peux pas légiférer. Tu ne peux pas financer de partis. Tu ne peux pas acheter de médias. Pourquoi? Parce que tes intérêts sont structurellement opposés à ceux de la majorité. Et là surgit une question brutale. La démocratie doit-elle vraiment écouter tout le monde à égalité, même ceux qui vivent de l'exploitation des autres? Ou serait-il plus juste et plus démocratique de protéger l'intérêt collectif contre le pouvoir concentré? Pause, respire. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec ça. Mais tu dois accepter le défi de réfléchir. Parce que cette partie du script n'est pas un manuel. C'est une brèche. Une ouverture dans l'asphalte qu'on appelle démocratie, mais qui, depuis longtemps, n'est plus un terrain stable. Alors voici la question, brutale, directe. Y a-t-il de la démocratie dans ton entreprise? Tu votes pour ton patron? Tu choisis la direction de ta boîte? Et à l'école? Tu choisis les cours, les valeurs? Tu peux révoquer ceux qui décident. Et dans les médias? Tu votes pour le rédacteur en chef? Le propriétaire de la chaîne? Le scénariste du feuilleton qui façonne ton imaginaire politique? Non. Parce que la plus grande partie de ta vie se passe en dehors de la démocratie. Tu vis sous des mini-dictatures fonctionnelles qu'on appelle entreprises, famille patriarcale, église hiérarchique, État technocratique. Et malgré tout ça, on te dit que tu es libre, qu'on t'écoute, qu'on te donne la parole. Mais une parole sans écoute, c'est de l'écho. Et une liberté sans structure, c'est une illusion. Alors voici la dernière question de cette partie, la plus dure, la plus dangereuse. Et si, au lieu de réformer le système, il fallait le déchirer? Déchirer le Parlement, la Constitution, les institutions, déchirer les mots, le mode, les titres, et recommencer depuis le début, avec des assemblées populaires, des conseils horizontaux, une démocratie radicale où l'on ne fait pas que voter, mais on décide, où l'on ne fait pas que donner son avis, mais on construit. Utopie? Peut-être. Mais regarde autour de toi. La réalité est devenue bien trop dystopique pour que l'utopie reste une honte. Et si tout cela te semble encore trop extrême, je te laisse avec un dernier appel. Toute structure qui aujourd'hui t'opprime a un jour été considérée comme utopique. Le capitalisme l'a été. La République l'a été. L'État-nation l'a été. Et même la démocratie a été appelée irréalisable, dangereuse, absurde. Et pourtant, elles sont là, qui grincent, qui sombrent. Peut-être est-il temps de réapprendre à imaginer, avec courage, avec radicalité, avec sincérité. Parce que si ce n'est pas nous, ce seront encore les mêmes qu'avant. Peut-être qu'en ce moment, tu es là, immobilisé, respirant profondément, l'esprit agité avec une question qui martèle à l'intérieur. Et maintenant? Que faire quand tout semble s'effondrer, dehors et dedans? La réponse ne viendra pas d'un discours tout fait. Elle ne surgira pas d'un sauveur de la patrie. Elle ne sera pas télévisée avec des applaudissements en fond sonore. Parce qu'elle n'est pas confortable. Et elle n'est pas facile. Parce que la véritable réponse commence dans un lieu oublié, en toi. Toi qui as vu le monde se déconstruire pendant qu'on te vendait le récit d'un ordre établi. Toi qui as senti l'odeur du pourri derrière le vernis de la stabilité. Toi qui n'as pas fui quand le sol s'est mis à trembler. Toi qui, même sans savoir quoi faire, n'as pas étouffé ta voix intérieure. Au fil de ces 7 parties, nous avons démonté le mythe démocratique, pièce par pièce. Nous avons révélé que la participation est souvent simulée, que le vote
isolés, ne change pas les structures, que les discours sur l'inclusion peuvent masquer des filtres invisibles d'exclusion, et que la liberté vantée dans les publicités n'est qu'un maquillage posé sur une inégalité fonctionnelle. Nous avons parlé d'autogestion, de rupture, d'autres façons possibles d'exister politiquement. Mais au bout du compte, tout converge vers une seule question. Y a-t-il une issue? Peut-être qu'il n'y a pas d'issue comme destination finale. Peut-être qu'il n'existe qu'une pratique de résistance constante, un geste quotidien d'insoumission, un mouvement intérieur qui refuse d'accepter le monde en mode automatique. Peut-être que l'issue, c'est le courage de continuer à poser des questions, même quand on t'ordonne de te taire, même quand tout le système veut te faire croire qu'on est déjà allé assez loin. Tu veux une fin? Alors écoute bien. La démocratie n'est pas un modèle. C'est un champ de bataille. C'est la friction entre ceux qui se résignent et ceux qui osent encore rêver autrement. C'est l'inconfort permanent entre conserver le jeu et changer les règles. Et ta mission, si tu l'acceptes, ce n'est pas de te reposer. C'est de voir avec lucidité, même si cela te coûte ta paix. Parce que la paix que ce système offre n'est souvent qu'une anesthésie dans un emballage institutionnel. Mais la lucidité? Ah, la lucidité brûle. Elle dérange. Mais c'est la seule flamme qui n'a pas encore été entièrement manipulée. Et si tu veux savoir où elle vit, je vais te le dire. Elle vit dans les moments où tu agis sans garantie de victoire. Quand tu organises avec tes collègues une révolte juste au travail. Quand tu refuses une blague raciste ou sexiste au repas de famille. Quand tu écoutes quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord sans le déshumaniser. C'est ça, la politique vivante. Bien plus vivante que le théâtre électoral. La vraie démocratie ne vit pas sur les estrades. Elle vit dans les petits actes de courage quotidien, dans les confrontations intimes, dans les choix difficiles, dans les inconforts que tu refuses de balayer sous le tapis. Mais attention, la démocratie est aussi l'excuse préférée du pouvoir. Tu peux déjà voter, pourquoi questionner? Tu es déjà inclus, pourquoi crier? Tu participes déjà, pourquoi penser autrement? C'est ça, le piège ultime. La dernière manipulation. Te convaincre que tu as déjà tout, juste pour que tu arrêtes d'en vouloir plus. Te faire croire que désirer plus, c'est de l'ingratitude, de l'insoumission inutile. Mais ce n'est pas ça. C'est de l'urgence. Tu peux penser que tu n'as pas de force, que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Mais le changement n'a jamais commencé avec des foules. Il a commencé avec des gens qui ont refusé de se taire. Des gens qui, même dans la peur, ont choisi de marcher à contre-courant de l'apathie. Peut-être que le monde ne changera pas demain. Peut-être qu'il ne changera pas tant que tu seras là. Mais essayer, c'est déjà laisser une trace. C'est déjà un acte de rupture. Parce que ne pas essayer, c'est se ranger du côté de ce qui est déjà pourri. Le changement ne commence pas dans les capitales. Il commence dans les dialogues difficiles, que tu n'évites pas. Dans le doute que tu oses soutenir. Dans le regard que tu renvoies. Dans le choix de ne pas te courber, même quand tout te pousse à baisser la tête. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a encore quelque chose en toi qui refuse la logique de l'indifférence. Et ça te rend dangereux. Dangereux pour ceux qui profitent de ton abandon. Pour ceux qui gagnent quand tu renonces. Pour ceux qui règnent dans le silence des masses résignées. Mais cela fait aussi de toi membre d'une légion invisible, un réseau silencieux. Des gens qui ressentent les mêmes fissures, qui choisissent encore d'avancer, même dans le noir, même sans plan, même sans assurance, même sans... L'avenir est encore en jeu. Et s'il est déjà écrit, alors il est encore temps de déchirer la page. Maintenant, c'est à toi. Si ce contenu t'a touché, aime-le. Pas pour l'ego, mais parce que ça fait circuler le message. Abonne-toi. Pas pour l'algorithme, mais parce qu'on a besoin de plus de monde qui pense ensemble. Commente. Partage ce qui t'a traversé. Construis cet espace avec nous. Parce que peut-être, la question la plus révolutionnaire de toutes reste. Et si le monde n'avait pas besoin de continuer comme il est?